Bonjour, ravi de vous accueillir pour ce grand oral consacré à Amboise et son nouveau maire Thierry Boutard. Thierry Boutard qui rentre dans le dur de ses nouvelles fonctions avec, comme tous les maires, la gestion de la crise du Covid-19. On en parlera bien sûr. On parlera aussi des réalisations, des projets, de l'emploi, du tourisme, de la circulation et des questions politiques aussi. Comment passer de l'opposition à la première magistrature. Pour évoquer tous ces sujets, Florent Clavel, journaliste à TV Tour, et Olivier Pouvreau, journaliste à la Nouvelle République. Bonsoir, merci à vous d'être là. Et bonsoir, Monsieur Boutard, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avant d'aborder ces questions, je vous propose un petit tour d'horizon d'Amboise, les plus et les moins de la ville. Amboise, 13 000 habitants et la porte d'entrée de la Touraine. C'est d'abord une renommée internationale grâce à son histoire et son château royal. Amboise dont le nom est associé à Léonard de Vinci qui séjourna au Clos Lucé. Résultat, une fréquentation touristique de l'ordre du million de visiteurs par an et jusqu'à près de 2 millions en 2019 pour les 500 ans de la Renaissance. Amboise est la seconde zone économique du département, notamment grâce à l'industrie. Le taux de chômage de 7,2% y est contenu. Il est inférieur à la moyenne du département. Globalement, la ville est attractive et le commerce du centre y est dynamique avec un taux de vacances parmi les plus faibles de la région. Mais chaque médaille a son revers. Cela se traduit à Amboise par une circulation problématique l'été en raison de l'afflux des touristes et une pression foncière qui commence à se faire sentir. Amboise attire Parisiens et Tourangeaux décidés à se mettre au vert. La demande augmente, l'offre immobilière est en berne et les prix sont en hausse. Enfin, le Covid a fortement touché l'emploi qui s'est effondré ces derniers mois. Et voilà pour un portrait rapide d'Amboise. On parlera de toutes ces questions, mais d'abord, question d'actualité. Et dans ces questions d'actualité et questions directes, il y a bien sûr la gestion de la crise du Covid-19, Florent. Oui, Thierry Boutard, un mot sur les masques. Tout d'abord, la métropole de Tours et Amboise ont été parmi les premiers territoires à rendre le masque obligatoire, notamment pour les enfants dès 6 ans. La préfecture est ensuite revenue en arrière. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que c'est un imbroglio? Le regretter, ça n'est pas dans ma mesure d'avoir des regrets sur cet ordre. Je pense que le port du masque devrait être obligatoire en milieu urbain dès que l'on sort de chez soi. À partir du moment où on le mettait à l'école à partir de 6 ans, il est difficile de ne pas le mettre dans la rue aussi à partir de 6 ans. Je pense que la préfecture a fait un pas en arrière suite à des directives nationales. Et effectivement, j'ai simplement regretté de ne pas avoir été informé au préalable de cette prise de disposition. Je m'en suis entretenu avec Madame la préfète, tout est rentré dans l'ordre et j'espère que ça ne se reproduira pas, en tout cas, je le crois. Le duo préfecture-mairie ne fonctionne pas toujours bien sur les territoires? C'est compliqué pour nous, le duo est plutôt sous-préfet-maire que préfète-maire. On est dans l'arrondissement de Loches. Le sous-préfet est quelqu'un que j'ai au téléphone très régulièrement, avec qui ça se passe très bien. Avec la préfecture, c'est un peu plus lointain. Parmi les mesures, vous avez rendu le stationnement gratuit à Amboise. Oui. Un choix différent de Tours. Pourquoi rendre le stationnement gratuit alors que la fréquentation des magasins, notamment, est en baisse du fait du confinement? Déjà, je ne fais pas mes choix en fonction de la ville de Tours. Ça, c'est clair. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas que je vais faire ou qu'ils feraient que je ferai comme eux. Moi, je réfléchis pour mes habitants et mes commerçants. Mon intérêt, c'est de servir les Amboisiennes, les Amboisiens, et plus, en tant que président de la communauté de communes, de servir les habitants du Val d'Amboise. Dans une période de confinement, j'estime que quand en plus les commerces dits essentiels peuvent ouvrir et pas les autres, et qu'on demande aux habitants de faire leurs courses dans un temps court d'1 heure, j'estime que le stationnement est un détail et devient quasiment obligatoirement gratuit. Voilà, pour moi, c'est une logique. Je préfère cette logique plutôt que de le laisser payant et de ne pas faire de contrôle. Oui. Ce qui, d'ailleurs, pousserait les habitants à se mettre en fraude ou les pousser à faire de la fraude. Moi, je préfère que les choses soient claires. Voilà, c'est gratuit. Il y aura une perte financière incontournable. De quel ordre? Mais en ce moment, en Amboise, je ne vous cache pas, on n'a pas besoin de couvre-feu à 21 h. À 19h30, la ville est quasiment vide. Mais les Amboisiens vont y prendre goût à cette gratuité. Est-ce que ça va se poursuivre, même après le confinement, par exemple pour les résidents? Mais vous savez qu'à mesure exceptionnelle,
engagement exceptionnel. Non, ne nous trompons pas. La ville a besoin aussi d'avoir des rentrées de taxes ou fiscales. En ce qui concerne les Amboisiens, j'ai déjà mis une première mesure en place, qui est le forfait résident, avec 2 heures de gratuité de stationnement par jour. J'estime que la mesure ne doit pas être la même pour des gens qui sont contribuables que pour des personnes qui viennent passer quelques heures ou quelques jours dans la ville et qui ne participent que très peu que par la taxe de séjour, si ils logent sur Amboise, mais en tout cas leur contribution doit venir par le mode du stationnement. Ouais, donc ces 2 heures gratuites, ça sera la mesure qui sera mise en place Elle après... est déjà mise en place. Elle était mise en place dès Avant, mon arrivée. il y a la pause de la gratuité globale et ça sera réenclenché après le confinement. Bien sûr. Alors, il y a le stationnement gratuit, l'achat de 2000 masques, je crois, exonération de droits de terrasse, le coût global des actions menées par la ville. Lui coûte combien? Ça vous coûte combien aujourd'hui? Alors, les 2000 masques sont 2000 masques support pour les enfants. Oui. C'est-à-dire que dans les écoles, quand un enfant arrive le matin et que son masque se craque ou qu'il tombe par terre ou que je ne sais quoi... Ça le dépanne. Voilà, même si l'éducation nationale met aussi à disposition des masques. Oui, ça a un coût. Combien Aujourd'hui, au total pour la ville? Aujourd'hui, perte de recettes et charges supplémentaires, 648 000 € pour la ville d'Amboise, qui, je pense, ne sera pas compensée par l'État, d'où, ne nous trompons pas, ces flux de subventions qui arrivent sur les communes. On pourrait expliquer ça de façon très simple. Sur du fonctionnement, pas d'excédent. On compense l'excédent par de la subvention. C'est-à-dire que nous, on transfère du fonctionnement quand on a d'excédent vers l'investissement. Comme il n'aura pas lieu, eh bien l'État vient compenser avec de la subvention sur les investissements. Allez, sur ces questions budgétaires liées et ces dépenses liées au Covid ou autres, c'est votre opposant politique, Brice Ravier, qui vous pose une question donc, sur ce budget. On l'écoute tout de suite. Monsieur le maire, nous nous posons une question depuis un certain temps et nous souhaiterons avoir quelques éléments de réponse sur le contexte budgétaire, particulièrement celui qui est lié au Covid, mais pas que. On a vu un certain nombre de dépenses se faire et être proposées en conseil municipal ou être évoquées par vous-même. Quels sont les éléments financiers pour l'équilibre de ce budget? Parce que les dépenses, c'est bien, mais les recettes, c'est mieux. Et petit rappel quand même, un budget se doit d'être à l'équilibre. Et à défaut de voir des décisions modificatives de budget, on aimerait avoir quelques réponses. Alors Thierry Boutard, quelles recettes vous pouvez mettre en face de ces dépenses? Est-ce qu'il y aura par exemple un recours à l'impôt? Je voudrais déjà répondre à M. Ravier qu'il n'a pas d'inquiétude à avoir. Je ne suis pas un dépensier et quand même, ne nous trompons pas. Nous avons 2 garde-fous dans une ville. Les premiers sont nos services des finances, qui quand même, à un moment donné, diraient au maire, monsieur le maire, nous, à partir de maintenant, on se met en retrait, vous faites que des bêtises. Et puis, il y a une directrice générale des services. Et puis, deuxièmement, vous avez un comptable public. Donc, on ne fait pas non plus tout et n'importe quoi. À période exceptionnelle, situation exceptionnelle, en plus, prendre une ville après une période de confinement, dans une période tendue économiquement, eh bien faire garder justement ce qui était prévu au budget. Alors effectivement, j'ai fait des dépenses en moins, beaucoup de dépenses en moins. Restructuration, mais aussi sur l'investissement, arrêter un certain nombre de projets. Donc la ville et M. Ravier, puisque j'ai eu ce matin même une réunion avec les services des finances, aura dans la semaine un point sur la ville et sur la communauté de communes. La situation est plutôt bonne, elle est plutôt stable. Il y aura des restes à réaliser, bien sûr, sur les investissements, mais sur le fonctionnement, pas d'inquiétude à ce jour. Et quelles recettes supplémentaires? Je veux bien. On pourrait me reprocher d'avoir fait quelques dépenses. Alors, dans une question, on me dit, vous engagez la ville dans des dépenses supplémentaires, et sur la question d'après, on me dit, mais monsieur le maire, il faut faire plus. Alors, vous savez, moi, je ne comprends plus très bien. J'ai une ligne directrice, satisfaire mes habitants. Pas d'impôt supplémentaire? Pas d'impôt supplémentaire. Dans une période où il y a, suite à une crise sanitaire, il y aura une crise sociale, une crise économique. Augmenter les impôts, il faudrait être suicidaire. Ou alors, il faudrait être une espèce d'uluberlu qui penserait que les gens peuvent
allez, je vais le dire vulgairement, raquer facilement pour la commune. Allez, on passe à l'emploi. L'emploi qui est au cœur des préoccupations des citoyens et des Amboisiens. C'est l'un de vos thèmes de campagne d'ailleurs, on l'a dit. Amboise et l'Amboisie, c'est la deuxième zone économique d'Indre-et-Loire, derrière la métropole de Tours. Mais l'emploi a été fortement touché par la crise avec une chute des effectifs du secteur privé plutôt vertigineuse. Moins 593 salariés entre juin 2019 et juin 2020, soit 14,2% de chute. Les secteurs les plus touchés, la restauration, l'intérim, l'industrie. Après, c'est des chiffres tirés de la dernière étude de l'URSSAF. Thierry Boutard, quelles solutions pouvez-vous mettre en œuvre pour limiter cette hémorragie? Alors déjà, je voudrais être un peu plus clair parce que vous avez mis dans votre annonce une enseigne qui s'appelle Mecachrome. On en parlera juste après de Mecachrome. On en parlera juste après. Mais dans les chiffres, je pense qu'ils sont intégrés. Il faut expliquer les choses. Ce n'est pas lié à la Covid. Pas se tromper. Sur l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, effectivement, c'est une chute vertigineuse. Les restaurants ferment, le château d'Amboise est fermé, le Clos Lucé est fermé. Cependant, là aussi, il faut être un petit peu prudent, même si c'est la plus belle des vitrines que nous ayons, le tourisme et l'hôtellerie. Mais en potentiel d'emploi, c'est combien? 8, 10%. Alors, ça n'est pas le plus gros vecteur d'emploi, comme il pourrait le paraître. Notre plus gros vecteur d'emploi, même s'il est intéressant et s'il rapporte à la ville, ne nous trompons pas, mais c'est quand même l'industrie. Effectivement, il y a le plan Mecachrome, il y a une autre entreprise qui nous a annoncé un plan qui est ce qu'on appelle toujours Archwater, mais qui est le groupe Sigura, et puis on attend... Combien d'emplois pour celle-ci On est autour d'une trentaine d'emplois. Les choses ne sont pas encore clairement fixées, le CSE est mis en place, mais tout n'est pas encore fixé. Une question sur Mecachrome, justement. Mecachrome, vous l'avez évoqué, 110 postes supprimés, le siège social délocalisé à Toulouse. Alors, vous n'êtes pas le PDG de Mecachrome. Néanmoins, est-ce que vous avez, vous, à l'échelle locale, des marges de manœuvre pour atténuer ce plan de licenciement, ce plan de suppression de postes, ou pas? Là, encore une fois, et je l'ai dit à son directeur de site, j'aurais aimé que le président de Mecachrome m'appelle. C'est bien d'appeler le président de région. C'est bien d'appeler le parlementaire. Mais le maire, président de la communauté de communes, on ne l'appelle pas. Je trouve ça un peu cavalier. On ne le cache pas. Et ce plan n'est pas un plan qui est lié à la Covid. On en entend parler depuis 2017. Et le transfert du siège vers Toulouse est quelque chose que l'on apprend, que j'apprends par la presse. Oui, symboliquement, c'est très dur pour la ville, ça. C'est dur, mais bien sûr. Et puis, nous, quand on vient s'installer, on nous sollicite. On nous dit le terrain, la viabilisation, l'aide à l'installation, je vous en passe des meilleurs. Généralement, quand on s'en va, on passe plutôt par la petite porte. Alors justement, est-ce que vous demandez des compensations, vous, à Mecachrome aujourd'hui? Un courrier est à ma signature pour saisir la préfète sur ce sujet. Je trouve qu'on parle beaucoup de la Covid. On en parle beaucoup, on passe des heures en visioconférence, en audioconférence. On parle des potentiels risques d'emploi, mais les plans qui sont annoncés, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Donc j'ai demandé à Madame la préfète, parce que je pense que c'est notre rôle, d'avoir un point sur ces plans de licenciement sur tout l'Indre-et-Loire. Donc un rôle d'alerte du maire. D'alerte, à savoir si le plan Borloo se met en place, à savoir si ces différents plans, entre autres de revitalisation de territoire, se mettent en place. Le directeur du site, avec qui j'ai une excellente relation, on a échangé sur plusieurs points. Moi, je suis toujours un petit peu inquiet quand une entreprise change son siège de place, commence à nous expliquer que sur certaines lignes de production, c'est plus compliqué. Je me dis... C'est pas fini, c'est ce que vous dites? On a connu Pfizer, on a connu Michelin, on a connu Tupperware. Je suis prudent. Je me dis un peu de prudence. Donc nous allons suivre. Et je suis effectivement plutôt enclin à ce qu'on nous informe de où habitent les licenciés, quel est le plan qui est mis en place par l'entreprise, comment nous pouvons soutenir individuellement ces licenciés s'ils habitent sur nos communes, on alerte nos CCAS et nos services, et puis on va parler aussi au titre de la communauté de communes d'une éventuelle compensation. Allez, on parle de l'emploi. On poursuit justement avec ce bassin d'emploi qui se concentre notamment dans la zone de la Boîtardière, du côté de chez vous. Donc, première zone d'activité d'Amboise avec 95 entreprises, 2300 emplois.
l'une des 12 zones labellisées clés en main par l'État en France, où les modalités d'implantation sont donc simplifiées. Que comptez-vous faire, vous, de cette zone? Est-ce que vous poursuivez les aménagements tels qu'ils étaient envisagés sous la mandature précédente, ou est-ce que vous rebattez les cartes? Alors, là, c'est un vrai gros sujet. Il faudrait presque 3 heures d'émission pour vous Nous ne les expliquer. avons pas, Thierry Boutard. Mais je ne pense pas pouvoir passionner pendant 3 heures sur le sujet. J'hérite à la communauté de communes de situations parfois complexes. Une zone d'activité commerciale dit la zone Boistardière Ouest, qui n'a pas d'aménagement. C'est-à-dire que l'on a fait de la viabilisation de la route, et puis on vend des lots les uns à côté des autres, dans des conditions parfois un peu surprenantes. Premièrement, quand on regarde le prix, 30 € le mètre carré. 25, monsieur. Parfois 30, ça dépend de l'emplacement. Mais encore une fois, quand vous avez eu apporté 1 700 000 de fouilles archéologiques, vous n'arrivez pas à l'équilibre. Donc il va falloir réévaluer. Deuxièmement, moi je veux bien que tout le monde s'égosille avec l'écologie. On met une piste cyclable à la Boistardière. Ceux qui connaissent Amboise, je ne sais pas comment les vélos vont y accéder. Si c'est par la D31, à mon avis, ils vont avoir des difficultés pour y arriver. Mais on met des pistes cyclables, et puis à côté, on va vendre des terrains en faisant un magasin, un parking, un magasin, un parking. On va faire, comme ça a été fait il y a 30 ans à Chambray-les-Tours, et on voit ce qui est devenu la zone de Chambray, c'est-à-dire que ce n'est plus la logique de l'aménagement du territoire. J'ai mobilisé la 7 sur ce sujet. On va prendre un petit peu plus de temps. Il faut un vrai projet d'aménagement, parce que je rappelle que cette zone, elle est à la limite des habitations du plateau des Châteliers, d'un côté, et de l'autre côté, de la zone industrielle. Donc il faut que tout ça rentre dans un projet d'aménagement. Et dernier point sur cette zone d'activité, je pense qu'il faut être un peu raisonnable dans la vie. On nous a dit qu'on ne ferait pas de zone commerciale, et puis maintenant on fait une zone commerciale. Pour y mettre quoi? On nous a annoncé un tas d'enseignes. Je rencontre les investisseurs, ce n'est plus les mêmes noms d'enseignes. C'est surprenant. Donc vous voulez une remise à plat, en fait, pour étudier. Emplois. Premier magasin qui ouvre, je ne donnerai pas son nom, mais il a été prendre dans ses différents magasins des employés, il n'a pas créé un poste. Donc une sorte soyons d'audit. prudents. Vous réclamez une sorte d'audit, en fait, de cette situation. Audit financier. Ouais. Premièrement, j'ai demandé un audit financier de la communauté de communes qui a été commandé. Deuxièmement, c'est un budget annexe. Et il ne faudrait pas que ce budget annexe, quand l'opération est terminée, vienne plomber le budget principal. Allez, sur cette question, justement, vous avez une question de votre opposante Sandra Guichard. Très bien. Alors je vais la lire. Voilà, Sandra Guichard pour Les Verts, qui parle de votre politique, qui s'inscrit dans celle de l'ancienne municipalité concernant l'urbanisme. Je cite, aménagement de la Boistardière, Malpogne et différents permis de construire pour la création de logements. Comment pouvez-vous justifier le développement de ces projets au regard des enjeux environnementaux, sociaux et financiers pour la ville et la communauté de communes? L'enjeu n'est-il pas de changer les politiques d'aménagement qui vident les centres de leurs habitants au profit des zones périphériques, du tourisme et des investisseurs? Vous avez un petit peu répondu, je crois déjà. Oui, j'entends la question de Mme Guichard et revient un peu en boucle. On ne veut pas regarder. Alors on a toujours la même question. Moi je veux bien y répondre une nouvelle fois. Quand on suspend un projet de 12 hectares de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles, c'est pas répondre à une préoccupation environnementale? Parce qu'il était normalement prévu ces 12 hectares sur la zone de la Boistardière. Quand on lance un projet d'aménagement qui est plutôt sur des critères environnementaux, c'est pas répondre à la question environnementale? Quand j'envisage moi-même de mettre des ombrières, de mettre des panneaux photovoltaïques, d'inciter les entreprises à le faire, la récupération d'eau, toutes ces choses-là, c'est pas répondre à la question environnementale? Et quand il se concerne l'immobilier, dans votre présentation de la ville, vous dites que sur le plan de l'immobilier, nous sommes un peu en retard. Vous dites qu'il y a une pression foncière. Il y a une pression foncière. Si j'écoutais tous les investisseurs sur Amboise, c'est 250 logements dans l'année qui vient qui vont sortir de terre. Moi, je dis simplement, à un moment donné, il faut être un peu malin. Pas trop d'empressement. Comment on gère la gestion en eau? Et la circulation aussi. Comment on gère les flux de circulation? Comment on gère l'assainissement? Je rappelle que toute la vallée de la Loire, nous sommes en zone rouge du PPRI, du plan de risque d'inondation.
Donc demain, s'il me fallait faire une nouvelle station d'épuration, il faut la faire sur le plateau. Les budgets de la communauté de communes ne le permettent pas. Donc un peu de prudence, et moi je veux bien qu'on achète du terrain privé, qu'on fasse des lotissements, où on entasse des petites maisons les unes à côté des autres, et après on dit, monsieur le maire, il y a des problèmes de circulation, on va faire des quarts d'eau si ça continue. Donc il faut être là un peu plus judicieux. Je l'ai déjà dit à Madame Guichard, maintenant j'entends bien sa question. Vous venez de le On va redire. répondre plus en détail que Ouais. sur les points que je viens de vous dire. Avant d'enchaîner, juste un petit retour sur ce parc photovoltaïque de 12 hectares. On parle de 100 000 euros de compensation. Est-ce que vous confirmez ou pas que la ville devrait donner parce que ce parc ne se fera pas? Alors, C'est ce que j'ai... Non? Je ne sais pas, vous avez été chercher. Eh bien, la réponse est non, alors. La réponse est non. Moi, j'ai eu la société, on a eu une visioconférence la semaine dernière. Ils entendent bien quel est notre projet. Ils entendent bien quelles sont nos démarches. Ils ont suspendu leur projet pour le moment. Mais en compensation, et je le répète, 12 hectares de panneaux photovoltaïques ou 10 hectares sur des terres agricoles ou sur des terres dites constructibles industrielles. Mais on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on a une zone d'activité sur laquelle on peut avoir plus que 10 hectares de panneaux photovoltaïques et on va bloquer des terres uniquement pour ça. 112 hectares. Alors, J'avais un ami qui disait au conseil départemental, on est devenu fou. À Paris, on plante des arbres sur les toits. En Touraine, on plante des panneaux photovoltaïques sur les terres. À nous de réfléchir. allez, un mot sur le tourisme. À présent, le tourisme qui marque l'économie locale. 1 million de touristes chaque année, près de 2 en 2019, attirés par le château et le Clos Lucé. C'était à l'occasion des 500 ans de la Renaissance. Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin encore? Est-ce que vous avez un projet pour valoriser encore et attirer encore plus les touristes à Amboise? La première chose, et vous le dites dans votre exposé, château et Clos Lucé. Où est la ville? Où est la ville dans l'enjeu? Elle est où, la ville? Toute la campagne, j'ai dit, il faut remettre la mairie au cœur de cette ville. La mairie doit être un décideur, doit être un promoteur de sa ville, et ne pas simplement attendre du Clos Lucé et du château des initiatives pour que la ville d'Amboise existe. Année 2020, ce sera l'année Jean-Michel Othoniel. Ça n'est pas l'œuvre qui s'installera sur le quartier du Bout des Ponts, puisqu'on l'a réduite à l'œuvre du quartier du Bout des Ponts. C'est l'œuvre qui va rendre hommage à la viticulture et à l'industrie liée à la viticulture. Toute l'année, nous accompagnerons l'arrivée de cette œuvre. Donner un peu de panache à cette ville, ce n'est pas être égocentrique. Nous avons une vitrine merveilleuse. Le château, le Clos Lucé, Léonard de Vinci, François Ier. Mais nous avons tellement d'autres atouts. Et ces deux partenaires sont prêts à travailler avec nous comme d'autres. Mais à nous aussi d'être à l'initiative d'événements et de ne pas toujours attendre que ce soit les opérateurs touristiques qui soient les décideurs des animations dans la ville. Alors, vous avez parlé de cette construction, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez des projets, une saison culturelle, par exemple, ou quelque chose qui serait en dehors ou avec ces lieux touristiques? Alors, peut-être quelque chose qui va vous surprendre, la ville d'Amboise va trouver des identifications. Si je vous posais à tous les trois, c'est quoi Amboise? J'avais fait poser ces questions à des jeunes chez MAM. C'est quoi la spécialité d'Amboise? C'est quoi le grand événement amboisien, le marché? C'est quoi le grand événement culturel? Le spectacle du château. Donc redonner de la visibilité, c'est ça à la C'est ville? donner une identité en plus à cette ville. Donc, sur les prochaines années, il y aura une identité végétale. Nous avons choisi le mûrier platane, un arbre qui a très peu besoin d'emprise au sol, très peu besoin d'eau, et qui fait parasol, c'est-à-dire qu'il y a une masse couvrante importante. Dans la période que nous vivons, de réchauffement climatique, ça n'est pas complètement idiot. Autour de ce mûrier platane, sans fruits, parce que sinon ce serait compliqué sur le pavage, nous allons donner une identité à cette ville, une identité végétale. Pourquoi pas une identité gastronomique? Donc ça sera la marque Amboise qui sera végétalisée, gastronomique. C'est ça. L'idée, c'est de donner des identifications à cette ville et d'en faire des événements porteurs, rassembleurs. Parce que le plus beau rôle d'un maire ou d'un président de communauté de communes, surtout sur Amboise, c'est de reprendre contact avec tous nos partenaires. Seule ville qui n'adhérait pas à l'association des maires, seule ville qui n'adhérait pas à la DAX et à l'UE, eh bien, c'est de reprendre contact avec tous nos voisins,
tous nos partenaires et de travailler dans quelque chose qui sortirait de cette idée de principauté. Et alors, Florent, une la question sur la rançon fréquentation. du succès, hein, c'est la rançon du succès touristique de la ville. 2 millions de touristes, on l'a dit l'an dernier. C'est la saturation des axes routiers, des routes. Alors qu'est-ce qu'on fait pour essayer justement de libérer un petit peu les routes de la ville, de ces voitures? Alors, on pourrait m'en faire le reproche, mais c'est comme ça que je travaille. Moi, j'ai besoin d'avoir une vue globale. C'est-à-dire que je ne travaille pas petit projet à côté de petit projet. Une piste cyclable sur le pont, un petit parking payant ici, un petit bout de route là-bas. C'est d'avoir une vision globale. Premièrement, notre ville est restée avec un périmètre dit historique ou touristique trop fermé. Il faut l'agrandir, il faut l'aménager, il faut le réfléchir avec les 3 principes de déplacement, le piéton, le vélo, je dirais le 4 roues, parce que ce n'est pas simplement la voiture, ça peut être le camping-car, mais ça peut être plus grand, ça peut être un bus. Là, c'est plus du 4 roues. Il faut limiter la place quand même de ces 4 roues dans le centre-ville et dans la ville. Il faut que chacun puisse trouver sa place. Et il faut aussi avoir des parkings relais aux alentours de la ville pour que ce cœur de ville puisse vivre, mais que les gens ne passent pas plus de temps à tourner pour avoir une place de stationnement qu'à passer du temps pour la visite. Parking. Et sur le stationnement, excusez-moi, il était limité à 2 heures. Vous imaginez bien, vous payez, et puis vous êtes en pleine visite au château d'Amboise, et vous dites « Chérie, dépêche-toi, amène les enfants, il faut repartir ». Il faut être un peu judicieux. Donc extérioriser le stationnement, mais le rendre plus facile finalement. Plus facile. À l'extérieur de il y a des endroits spécifiques Mais bien sûr, Ouais. il y a des endroits qui vont bouger. Lesquels? Par exemple, il y avait l'ancien Point P, sur lequel j'envisage éventuellement une acquisition. Pour un parking relais, par exemple. Pour un parking relais. Il y avait la CAT. On a bien connu ce bâtiment assez laid que l'on voyait de partout. Là aussi, maison.fr va changer d'endroit. Les lieux pourraient faire une acquisition, donner lieu à une acquisition. Puis il y a d'autres endroits sur lesquels nous sommes en train de réfléchir, entre autres sur la route de Tours. Et là, pour faire plaisir, mais c'est dans ma nature, c'est pas simplement pour leur faire plaisir, pas de bitume, pas de béton. Allez, un mot sur le vélo. Un point de passage obligé, c'est évidemment le pont du Maréchal Leclerc. Vous avez modifié, vous, la circulation des vélos courant de l'été pour des raisons de dangerosité. Oui. L'opposition estime que c'est plus dangereux que ce qu'elle avait mis en place avant. Ça avait été modifié aussi pour des raisons de dangerosité. Est-ce qu'il y a une solution pour le passage des vélos sur ce pont, une vraie solution qui soit globalement pas dangereuse? J'entends bien la position de mon opposition qui, effectivement, s'est battue pour avoir une piste cyclable sur un ancien trottoir où il y avait des piétons, où le bord est un casse-figure merveilleux et où, en fait, c'était plus le bazar qu'avant. Et puis, comment voulez-vous? Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de hauteur et de recul sur ces sujets. On fait une piste cyclable sur un pont, trouvez-moi la piste cyclable dans le centre-ville. Trouvez-moi la piste cyclable qui mène à la gare. Moi, je veux bien qu'on fasse des bouts de piste cyclable comme ça sur un pont. Il n'y a pas de continuité. Mais il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de programme. Donc vous vous retrouvez avec une piste cyclable comme ça sur un pont, et en plus, on fait la piste cyclable du côté où il y a le château, c'est-à-dire où tout le monde va prendre des photos, et on fait croiser le vélo au moins 4 fois avec les voitures et les piétons. Donc il y aura un plan vélo avec une continuité de pistes cyclables dans les mois, dans les années qui viennent, sous votre mandat? J'ai demandé à Mme Mousset, ma première adjointe, de mener un plan pluriannuel d'investissement sur les routes, qui consiste en quoi? La partie roulante, avec l'intégration du 4 roues, du 2 roues et du piéton. Le mobilier urbain, l'éclairage public, l'intégration d'un certain nombre de réseaux en enfouissement et quelque chose aussi qui me paraît important, des parties à végétaliser. Merci Thierry Boutard. On se retrouve tout de suite. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite avec des questions un peu plus politiques. À tout de suite.